Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À l'ONU, les chefs d'État africains profitent de la tribune de la 72e Assemblée générale pour appeler au changement et à l'évolution sur le continent. C'est dans ce cadre que le président zambien Edgar Lungu a prononcé un discours contre le mariage forcé. La Tunisie renforce ses liens de coopération avec le Djibouti. Pour cela, une mission de prospection des investisseurs tunisiens dans le secteur des technologies et de l'information a eu lieu à Djibouti. Et puis le secteur du tourisme en Égypte se refait une santé. Après avoir connu une baisse de la fréquentation ces dernières années, les chiffres sont en hausse, et ce, grâce notamment à la réouverture des sites historiques. Une trentaine de chefs d'État et de dirigeants africains sont actuellement réunis à New York à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Parmi eux, le président de la République de Zambie, Edgar Lungu. Le chef de l'État a tenu un discours où il appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de rigueur dans la lutte contre le mariage forcé. Je vous propose d'écouter son discours. Actuellement, nous sommes en train d'harmoniser le droit législatif et coutumier sur le mariage pour interdire complètement et éradiquer le mariage des enfants dans le pays. Dans l'avenir, nous abrogerons également un certain nombre de lois discriminatoires et obsolètes afin de mettre en place un code pour enfants afin de respecter les dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant. En tant que champion de l'Union africaine désigné pour mettre fin au mariage des enfants en 2017, je suis ravi d'informer cette réunion que la campagne a été lancée dans 20 pays africains sur les 30 pays qui ont été ciblés pour leur pourcentage le plus élevé de mariage d'enfants. En marge de cette 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU, la première dame des États-Unis, Melania Trump, a organisé ce mercredi 20 septembre un déjeuner réunissant toutes les premières dames présentes à l'événement, l'occasion pour ces femmes de créer ou de renforcer des liens d'amitié. Plusieurs premières dames africaines ont pris part à cette rencontre. C'est le cas de Chantal Biya du Cameroun ou encore de Constancia Mangué de Obiang de la Guinée équatoriale. Bientôt la rentrée universitaire en Guinée, le chef du gouvernement Alpha Condé a décidé de mettre fin au système des bourses d'État qui permettait avant tout aux étudiants de s'inscrire dans les universités privées du pays. L'État, qui a toujours soutenu cette logique, estime aujourd'hui que le système public est en mesure de recevoir tous les étudiants. Des explications dans le reportage d'Emmanuel Milimono. À quelques semaines de la rentrée universitaire en Guinée, certains promoteurs d'universités privées pourraient bientôt fermer leurs portes. Pour cause, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'aucun étudiant ne sera orienté cette année dans ces institutions d'enseignement privé. Selon les autorités, les universités publiques ont désormais les capacités d'accueil suffisantes. Logiquement, nous avons assez de capacités au regard du nombre d'admis au baccalauréat cette année qui s'élève à un peu plus de 23 000 admis. Donc nos capacités sont très élevées puisque nous avons un gap de près de 7 000 places disponibles dans les institutions supérieures du public. Depuis 2006, le gouvernement guinéen a signé un cadre de coopération avec les universités privées visant à accueillir le trop-plein d'étudiants causé par la faible capacité d'accueil des universités publiques, ce qui entraîne une floraison d'universités privées. Certaines d'entre elles fonctionnent essentiellement grâce à ces partenariats. Le vivier dans lequel les universités privées puisent, ce vivier-là aura été entièrement pris par l'État. Il va sans dire que nous, les fondateurs, les universités privées, n'auront rien sous la main. Pour les promoteurs d'universités privées, cette décision du gouvernement vise à pousser certaines grandes écoles à disparaître. L'État dispose en effet d'une capacité d'accueil de 30 000 places dans le public et les admis cette année s'élèvent à 23 000 bacheliers. Chaque fois que ces capacités d'accueil étaient dépassées, l'État payait chaque année près de 100 milliards de francs guinéens en guise de subventions aux institutions d'enseignement privé qui recevaient des boursiers. À Djibouti, les investisseurs tunisiens sont à la recherche de projets dans le secteur des TIC et des télécoms. C'est dans ce cadre que s'est déroulée du 15 au 19 septembre une mission de prospection dirigée par le ministre de l'économie numérique, M. Anouar Marouf. La délégation, composée de 35 hommes d'affaires, est à la recherche d'opportunités de financement dans le pays. Reportage d'Ibrahima Dioumaba.
Tirée par de grands projets d'investissement, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016 et devrait atteindre 6,7% en 2017. Cette embellie qui est pour l'essentiel à mettre à l'actif des projets d'investissement en infrastructures ferroviaires, portuaires et hydroélectriques intéresse davantage des investisseurs. C'est ainsi que du 15 au 19 septembre 2017 que ce pays de la Corne de l'Afrique a accueilli une mission de prospection multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens. Cette mission de prospection d'environ 35 grands chefs d'entreprise est une mission d'abord multisectorielle et qui est la suite naturelle de nombreux échanges qui ont été effectués ces derniers mois avec la Tunisie. Avec une économie de services centrée sur les transports, la croissance de Djibouti devrait selon les prévisions atteindre 6,8% en 2018. Un potentiel débouché pour la Tunisie qui, en ratifiant le traité d'adhésion au Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, prévu en octobre 2017, deviendra le 20e membre de cette organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain, dont l'objectif est de créer une union douanière entre ces pays membres, une région comptant 475 millions de consommateurs potentiels. Cette mission nous permettra par la même occasion, très prochainement, d'organiser la visite officielle du président de la République auprès de son homologue tunisien. Et l'objectif également derrière cette visite officielle qui aura lieu très prochainement est le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À noter que la Tunisie a eu des relations privilégiées durant les années 70 avec Djibouti, pays de millions d'habitants, mais qui constitue surtout une porte d'entrée à la mer Rouge pour l'Éthiopie, peuplée de plus de 100 millions d'habitants. Bonne nouvelle pour le tourisme en Égypte. Après 4 années de travaux de rénovation et 60 000 $ d'investissement, la nécropole de Saqqara a désormais réouvert ses portes au public. Une aubaine pour le secteur puisque ce lieu, célèbre pour ses tombes royales et sa pyramide, était très fréquenté par les touristes. Découverte avec Patricia Solange-Dubois. En Égypte, la nécropole de Saqqara est de nouveau accessible aux touristes. L'ancienne nécropole de la cité de Memphis, ce lieu emblématique du pays, abrite les tombes de plusieurs pharaons et de hauts fonctionnaires égyptiens. Sa rénovation a nécessité 4 ans de travaux pour le grand plaisir des touristes. Après 4 ans de travaux, la nécropole égyptienne ouvre enfin ses portes. Nous avons ouvert une nouvelle entrée dans la zone de Saqqara, des chambres pour la sécurité et les inspecteurs. Nous avons aussi de nouveaux guichets pour les billets. Il existe également des pancartes en arabe et en anglais, ainsi qu'un nouveau système de lumière pour la pyramide d'Ounas, qui était fermée depuis 1998. Depuis, elle a été rouverte au public. En ce moment, nous travaillons dans les pyramides de Gizeh, qui verront également le même développement que la région de Saqqara. Décidée à l'origine en 2010, la rénovation a commencé 3 ans plus tard, en raison des troubles politiques survenus à cause de la révolution égyptienne de 2011. La nécropole de Saqqara dispose aujourd'hui de nouvelles infrastructures pour favoriser le confort des touristes. Nous avons plus de 19 panneaux, nous avons des poubelles, des systèmes de lumière dans la pyramide d'Ounas et d'autres infrastructures déjà prêtes pour les visites des nouveaux touristes dans la ville de Saqqara. Nous espérons que cela va contribuer à la commercialisation du site. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte. En 2016, seulement 5 millions de voyageurs ont visité le pays, 3 fois moins qu'en 2010. Grâce à ces nouvelles installations, le gouvernement égyptien espère attirer de nombreux visiteurs et ainsi relancer l'économie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.